Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova, votre rendez-vous fait de musique, de conversation et de rigoulade. Puisqu'aujourd'hui, je reçois un OJ, un GOAT, ou un autre acronyme que je maîtrise que peu à cause de mon grand âge, mais qui semble signifier qu'il est le haut du panier. Et ça, c'est moderne comme expression. Tout juste récompensé d'un Molière, ça je connais. Pour son deuxième spectacle, voici un humoriste doté d'un timing tout à fait particulier et de fait d'une identité singulière ainsi que d'une très belle nature capillaire. Après le succès en or massif de Zèbre, son premier seul en scène, il reprend la route avec le nouveau, Par amour donc, et la tournée est, disons-le, archi complète. Il reste quelques places pour Londres, le 6 juin, Marrakech le 4 juillet, Bayonne le 26 juillet, Pointe-à-Pitre le 23 octobre. Les 2 dates au Dôme de Paris en novembre sont complètes, elles aussi. Vous pouvez tenter votre chance sur la tournée des Zéniths à partir de janvier, et puis il y a aussi 2 Accor Arena les 10 et 11 avril 2026. Non mais ça va ou quoi? Bonjour Paul Mirabel. Bonjour. Quelle tournée? Oui, ça fait plaisir et peur d'entendre toutes ces dates-là, mais je suis content. Et Londres donc? Oui, Londres... In English? Non, ouais. in French. In French. Pour des raisons de simplicité. Mais hyper content de passer dans plein d'endroits divers et variés, dans plein de pays, c'est super cool. Londres, tu sais qu'il y a un taxi qui t'attend déjà là-bas? C'est vrai, oui. Ouais, le mec à qui tu dois un peu d'argent. Ah oui, waouh, quelle anecdote. Je me suis rencardé. Ouais. T'as fait un taxi basket à Londres. Ouais, mais j'en suis pas fier et c'était il y a très longtemps, à une époque où j'étais innocent et inconscient. Enfin, pas si innocent que ça, du coup, mais ouais. C'est marrant que cette anecdote ressorte. Eh bien, on a retrouvé... Non, je déconne, pas du tout le taxi. Grosse année 2026. Oui. Claquage des 30 ans, là, quand même, attention. Faut pas y aller sans échauffement. Faut bien se mouiller la nuque avant. Ouais. Mais c'est vrai, c'est vertigineux à entendre les dates qui arrivent, à voir ce qu'il y a à faire. Enfin, en même temps, t'as déjà fait une grosse tournée. Ouais, j'ai fait une grosse tournée sur le premier spectacle, mais en fait, je me rends compte maintenant qu'il y avait quand même de l'insouciance et il y avait un truc de découverte qui fait qu'en fait, quand ça nous tombe dessus, on prend. C'est-à-dire que je passais de salles de 100 places à 1500. Donc en fait, il n'y a aucun moment où on se dit je suis fatigué et tout. Et du coup, là, j'ai une tournée qui est au moins 2 ou 3 fois plus grosse que celle que j'ai fait avant. Et en plus, je me suis très très peu arrêté, voire pas du tout, entre le premier et le deuxième spectacle. Donc c'est un autre rythme à gérer, oui. Et surtout, je vais attaquer des typologies de salles que j'ai jamais fait avant. Très grandes, des zéniths, Donc là, en termes d'énergie, etc., je sais pas ce que c'est, mais c'est quand même beaucoup de gens, Mais c'est cool, c'est des chouettes problèmes, on va dire. Ouais. Y a une question rituelle dans cette émission. Quelle place prend la musique dans ta vie de tous les jours? C'est énorme. Franchement, en fait, je me faisais la réflexion la dernière fois. Tous les moments où je parle pas à quelqu'un, j'écoute de la musique. Ouais. C'est-à-dire, voire même, parfois quand je parle à quelqu'un, j'écoute de la musique. Mais c'est-à-dire que du moment où je me réveille au moment où je me couche, si je suis pas dans une conversation qui nécessite un minimum de respect pour ne pas avoir de musique, j'écoute de la musique. Je crois que j'avais un nombre d'heures sur Spotify. J'étais genre je crois que l'année dernière c'était genre 120 000 oui, c'est beaucoup. Minutes ou heures, je sais plus. Enfin, beaucoup, trop. Dans l'un ou dans l'autre, le chiffre me semble énorme. Et pour démarrer cette émission, j'ai choisi Dr. Dre, Eminem. Tu me diras après si ça te va, on écoute Forgot About Dre. Ah, génial. Le score sur Radio Nova. Dr. Dre, Eminem sur Nova, Forgot About Dre. Je soumets le titre à Paul Mirabel. J'ai l'impression qu'il y a une forme d'adhésion. Oui, c'est ça marche. J'adore son saut. On parle de ton spectacle Par amour, mais avant de te bombarder de questions, je voudrais revenir sur une interview donnée à Madame Figaro, et plus particulièrement sur cette question. Est-ce que je mens en interview? Non, mais je maîtrise assez bien l'art de la réponse approximative. Donc est-ce qu'on part sur du flou là pendant une demi-heure ou... Non. Disons que c'est quand il y a des questions sur lesquelles je ne me sens pas à l'aise de répondre, j'arrive à dire n'importe quoi. Mais non. Franchement, la base de la vie, c'est l'honnêteté. Donc, On va évidemment commencer par ce Molière. T'étais sûr de ne pas l'avoir? Alors en énonçant quand même précédemment le nombre de dates complètes, il y avait un petit indice. Alors très sincèrement, je vous promets que pas du tout. Pour la petite anecdote, je suis rentré de tourner le matin et j'ai même décalé mon train pour rentrer le plus tard possible en pensant que je l'aurais pas du tout. Aucune marque a voulu me prêter de costume, donc j'ai repris le costume des Césars, des Césars de l'année dernière,
avec un ourlet qui tenait avec du scotch. J'ai écrit un demi-discours dans le train, puis j'ai dit au gars de mon équipe, en fait, je vais pas l'avoir, donc ça sert à rien. J'ai claqué l'ordinateur et j'y suis vraiment allé dans une décontraction folle, ouais. Et surtout pareil pour la petite anecdote, j'étais avec un de mes meilleurs amis avec qui on a bossé sur le spectacle et on était rang M, ce qui correspond au fond de salle quasiment. Ouais. Et il me dit, c'est tous les gens qui ont potentiellement la possibilité de l'avoir sont devant, donc révise même pas ton discours parce qu'il y a aucune chance en fait. Et on a passé la cérémonie à rigoler, à discuter, et au moment où on m'a appelé, j'avais rien compris par contre. Et au moment où on t'a appelé, ça a donné ça. Merci au cours Florent de ne pas m'avoir gardé en me disant que le stand-up n'était pas un art à part entière, donc je suis content de vous avoir prouvé le contraire. Bravo. Et je voudrais le dédier évidemment à ma mère qui regarde sûrement cette cérémonie en stressant. Maman, je t'aime, merci pour tout, il est pour toi, merci beaucoup. C'est le Molière du peuple, merci beaucoup. Mignonnerie extrême de la deuxième partie de ce discours, mais pour revenir au début, est-ce que c'est ton côté Monte Cristo ? C'est pas de la vengeance, c'est de la justice ? Ouais, en fait, c'est marrant parce que je suis retombé il y a pas longtemps, purement par hasard, sur une capture d'écran, un mail un peu type du cours Florent qui me disait qu'il voulait pas me garder. Et en fait, ce qui m'avait un peu blessé à l'époque, c'est pas tant ça, parce que ça arrive de pas être au rendez-vous de certaines échéances, et peut-être que j'étais juste pas prêt à ce moment-là. C'était plus le côté un peu méprisant qu'ils avaient pour le stand-up. C'est-à-dire que je me rappelle de plein de séances où on avait des cartes blanches, on pouvait présenter ce qu'on voulait. Moi, je voulais faire des sketchs ou des trucs comme ça. Il y avait vraiment un côté très hautain de la part des autres élèves, voire des profs qui avaient l'impression que j'étais un trublion qui comprend rien au théâtre et qui veut juste faire des blagues, quoi. Et surtout qui m'ont recontacté quelques années après pour faire des ateliers de stand-up, etc., vu qu'ils ont vu que c'était un peu un truc qui marchait bien. Ouais. Et en fait, je trouvais ça fou de me dire que je suis dans une cérémonie aux côtés d'autres grands comédiens, mais que je suis passé par la fenêtre, quoi. Ouais. Et donc, ouais, il y a un petit côté revanchard, un petit peu. Ouais. Voilà. Ça fait pas de mal de temps en temps. Ouais. Par amour, c'est donc le titre de ton spectacle. Écrire sur l'amour, c'est déjà un genre en soi. Comment est-ce qu'on fait pour le renouveler ? Je me suis dit que toi, tu le faisais avec une particularité, c'est que tu bombes pas le torse, en fait. Ah ouais ? Ouais. Okay. En fait, je sais que ça a été vachement traité dans toutes les œuvres possibles et imaginables depuis des centaines d'années, mais j'ai l'impression que quand tu parles d'un truc très personnel, c'est ce qui le rend un peu universel. Ouais. Et en fait, quand j'écrivais sur ce spectacle, je me suis dit, il faut partir de choses qui me sont vraiment arrivées et dont j'ai envie de parler. Et à cette époque-là, c'était beaucoup lié à ce sujet-là. Et après, je cherchais aussi des sujets, en ayant l'ambition de faire une grosse tournée et d'aller un peu partout, qui soient universels. Et en fait, je pense qu'il n'y a rien de plus universel que l'amour. Et je me suis dit que ce soit joyeux ou déceptif, qu'on ait 5 ou 55 ans, on a forcément eu des histoires d'amour qui sont bien passées ou qui ont été un peu plus douloureuses. Donc je me suis dit, on peut avoir des peines de cœur à 8 ans et à 60 ans. Donc si j'arrive à faire ce que je veux faire, ça va parler j'espère, un maximum de gens. Voilà. Ouais. Et en plus, c'est un truc qui me concernait aussi, donc tout s'alignait un petit peu dans la même direction. On continue de parler de Par amour dans un instant. On écoutera aussi Doechii avec Anxiety. Ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Nova. Doechii sur Nova avec Anxiety, c'est le contrôle qualité. Je soumets donc à Paul Mirabel. Est-ce que Doechii, ça marche également ? Oui, tout à fait. Et je me suis dit qu'Anxiety avait une grosse tournée, c'était toujours un bon moyen de mettre les gens très à l'aise. Exactement. C'est vraiment le sens de l'accueil. On parle de ton spectacle Par amour. Quand on fait ce métier, le tien, c'est qu'on en a un très gros besoin, non ? C'est pas rien d'aller tout seul sur scène devant des gens ? C'est vrai que je m'en rends pas compte parce que en fait j'ai toujours aimé, eu envie de faire ça et toujours aimé ça, mais c'est vrai que je me rends compte que c'est quand même une particularité quand même de monter sur scène tout seul devant des gens pour essayer de les faire rire. Ça raconte forcément quelque chose. Moi j'ai toujours, je pense, eu besoin et envie de faire rire les gens.
Et je pense que la forme la plus simple pour y accéder, c'est de prendre un micro et de monter sur scène. Mais oui, ça doit forcément raconter quelque chose par rapport à quand j'étais petit. Ouais. On parlait de l'importance de la musique. Il se trouve que ton titre de spectacle est également le titre d'une chanson de Diams, qu'il y a une citation directe de Giorgio, si je ne m'abuse, Exactement. si c'est toujours le cas. Ouais. Et j'ai lu également que sur la manière de mélanger les histoires, tu t'étais inspiré de la manière d'écrire de Nekfeu. Donc la musique a cette influence-là aussi sur ton travail ? Ouais, je pense que ça se... Forcément, j'ai l'impression que ce que tu vis influence beaucoup ce que tu... ton inconscient et ce que tu racontes. C'est plus dans la façon d'aborder certains thèmes, etc. Ouais. J'ai plein d'artistes, notamment des rappeurs que j'admire dans la façon de traiter des sujets avec des couplets, des refrains, etc. Ouais. Je trouve que le stand-up, c'est aussi une forme de musicalité, donc il faut un peu varier de flow, etc. Et oui, j'ai essayé de le penser un peu comme un album. Enfin, c'est un peu bizarre à dire, mais c'est vrai que moi, les albums que je préfère, c'est quand même... Il y a des types de sons différents qui sont placés dans un certain ordre, etc., pour pas que ce soit redondant. Et donc, j'ai essayé un peu de me raconter cette histoire-là. C'est-à-dire que le premier sketch du spectacle est un truc très efficace. Après, à la fin, il y a un truc un peu plus profond, on va dire. C'est pour pas que ce soit la même musique à chaque fois. Voilà. Alors justement, le spectacle est évidemment très drôle, mais pas que. Comment est-ce que toi, tu vis sur scène les moments où ça ne rit pas ? Mais où c'est normal que ça ne rit pas. Je veux dire, je parle pas de bide. Je parle juste qu'il y a des moments qui sont plus doux, voire plus introspectifs. Ouais. Et comme toi, tu es habitué, j'imagine, à être à l'affût des rires, ces moments-là, comment est-ce que toi, tu les vis ? Alors, j'avais déjà fait la micro-expérience sur le premier spectacle où j'avais un moment pareil, un peu plus à cœur ouvert, on va dire. Ça a été dur sur le premier spectacle parce que vraiment, je faisais beaucoup de comédie club et donc, en fait, là, tu es habitué à un rire toutes les 7 ou 8 secondes. Et donc, de poser un truc un peu plus premier degré, c'était plus compliqué. Là, ça l'a moins été parce que j'avais déjà un peu l'habitude, mais vu que c'était sur un thème et sur un sujet qui me touchait particulièrement, c'est plus ça qu'il fallait débloquer. Et après, en fait, je pense que c'est comme tout, avec la répétition et l'entraînement, on est plus à même de gérer ces moments-là. Et surtout, en fait, ce qui m'a rassuré, c'est que c'était un peu un parti pris, parce que sans trop spoiler, j'ai quand même un petit moment où ça rit pas, parce que c'est pas le but, mais les gens le retiennent autant que ce qu'il y a avant, et le fait qu'ils aient ri avant donne encore plus de poids à ce moment-là, donc je suis content que ça ait été le bon mélange. Autofiction, fiction pure, histoire des autres, comment est-ce qu'on décide de ce qu'on dévoile, qui plus est quand on revendique une certaine pudeur ? Alors j'ai quand même l'impression que les meilleures histoires et sketchs et anecdotes partent de choses qu'on a vécues. C'est-à-dire que c'est toujours plus facile de raconter un truc qui t'est vraiment arrivé que quelque chose que t'as purement inventé. Après, il faut aussi arriver à le faire rentrer dans un cadre pour un spectacle. Donc on extrapole forcément un petit peu, sinon ça devient juste un documentaire de notre vie. Donc j'ai un peu modifié quelques trucs. Après, oui, parfois ça m'arrive de replacer des choses que j'entends de certains amis, etc. Mais c'est quand même une grosse base, en tout cas pour ce spectacle-là, autobiographique. Donc après, je pense que chacun met sa propre limite entre ce qu'il veut raconter et inventer. Moi, sur celui-ci, je me suis dit que j'avais passé l'âge de cacher des trucs. Donc vraiment, je crois que tout ce qu'il y a dans le spectacle est absolument vrai et sincère. Ouais. Voilà. On poursuit la conversation dans un instant. Juste avant, Snoop a besoin qu'on lui rappelle son nom, apparemment. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Snoop Dogg sur Nova, Who Am I ? Snoop Dogg, a priori. Mais enfin, je peux faire une boucle très longue comme ça va être très pénible. Et Paul Mirabel est là, j'ai envie de me ridiculiser plus que ça. On parle de ton spectacle Par Amour, tournée des Zéniths, je le rappelle, à partir de janvier, 2 Accor Arena les 10 et 11 avril 2026. Paul, t'as beaucoup pratiqué, tu pratiques encore aussi beaucoup, l'autodérision, voire parfois l'autodépréciation. Est-ce que c'est facile de garder une haute estime de soi quand on manie ça comme tu le fais ? Ce
pareil, j'y ai repensé il y a pas longtemps. En fait, tout le monde au début me disait tu fais de l'autodérision, etc. Et alors, c'est une phrase de Jérémy Ferrari qui avait dit la même chose en interview. Il avait dit c'est comme si les gens pensaient qu'on était allé dans un magasin d'humour et qu'on avait dit qu'est-ce que vous avez comme style d'humour, je vais vous prendre l'humour noir. Moi j'ai toujours mes premiers sketchs, c'est vraiment juste une continuité du style de blague entre guillemets que j'ai toujours fait dans ma vie. C'est pas je m'auto-flagelle pas par plaisir, mais je trouve que c'est quand même cool d'avoir un peu de recul sur soi et de se dire bon voilà, je suis pas ouf, là je suis, enfin je sais pas, j'ai pas de fierté à ce niveau-là. Pas mal placé en tout cas. Non, et surtout je pense que c'est quand on monte sur scène qui plus est, il faut quand même avoir un peu d'autodérision parce que si, je sais pas, si on n'est pas des rappeurs ou on sauve pas des vies non plus, donc c'est quand même cool d'avoir un peu de recul et de savoir se moquer de soi. Ouais, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Je suis pas balancé, toi-même tu sais, dans le milieu dans lequel tu évolues, tous tes confrères et consoeurs ne sont pas dotés d'autodérision. En fait, c'est un truc que j'ai toujours, j'ai l'impression, eu et c'est forcément pareil lié à des trucs d'enfance où je me suis dit, là, si je veux un peu relativiser certaines situations, il faut quand même avoir un peu d'humour sur soi-même, sinon la vie va être trop dure à prendre de face. Mais non, j'ai toujours un peu fait ça. Après, l'idée aussi, c'est de pas rester dans la même mécanique d'humour. Donc, j'essaie un peu de changer sur celui-ci. J'ai l'impression que c'est moins... comment dire, il y a toujours de l'autodérision, mais j'arrive, j'ai l'impression, à faire des blagues sur des thèmes sans passer par l'autodérision. Et ça, je suis content. J'ai un petit passage dont je suis assez fier sur le féminisme, etc., qui est vraiment un des trucs auxquels j'aurais jamais pensé pouvoir faire ce genre de choses il y a quelques années. Donc j'ai l'impression que ça rigole bien et que voilà, donc je suis content. Un sujet comme ça, justement, comment est-ce qu'on décide de s'y aventurer ? J'ai fait l'inverse de ce que j'avais fait sur le premier spectacle, c'est-à-dire que après je peux pas j'essaie de pas m'en vouloir parce que le premier on apprend et on sait pas du tout comment on a fait. Le premier, en fait, disons que c'est un peu, si je le caricature, mais c'est des bouts de blagues que j'ai collés pour faire des thèmes. C'est-à-dire que j'avais 3 blagues sur le métro, 2 sur l'avion, 1 sur le bus, et ça m'a fait un thème qui est les transports en commun. Là, je l'ai pris dans l'autre sens, c'est-à-dire que je me suis dit de quoi j'ai envie de parler et quelles blagues je peux trouver sur ces thèmes-là ou pour agrémenter certaines de ces idées. Et le féminisme, c'est parce que j'avais commencé à lire 2-3 livres hyper bien faits sur ce sujet qui me permettaient de mettre un peu le nez dedans. Et je me suis dit que l'angle un peu de ce passage-là, c'est plus complexe d'être une femme dans certaines situations par rapport à notre vie, à nous en tant qu'homme, qui est parfois plus simple. Et je trouvais que c'était un bon axe pour trouver des blagues, quoi. Et ça allait dans le sens de l'amour aussi, dont je voulais parler dans le spectacle. Je te confirme que le point de vue est tout à fait justifié. C'est plus compliqué c'est un autre débat. Dans le spectacle, tu parles aussi de la notoriété et de l'hyper-proximité qui en découle, où tu te retrouves parfois dans des situations un peu compliquées. Toujours maintenant ? T'as un truc très... les gens sont très familiers avec toi, quoi. En fait... c'est plusieurs choses, ce passage-là. C'est que ça a tellement été violent d'un coup que c'était impossible de pas parler de ça sur scène parce que ça a tellement pris de place dans ma vie et j'avais tellement d'anecdotes dans un bloc-notes que je me suis dit c'est quand même un des principaux trucs qui a changé pour moi ces dernières années, c'est ça. Et encore presque, j'ai l'impression que le sketch est vraiment en dessous de la réalité. En dessous de la réalité, et après, je me suis rendu compte que ça a rentré dans le spectacle parce que c'est une forme d'amour aussi, j'ai l'impression, de la part des gens, et c'était une bonne introduction. Ça a été et c'est un peu particulier à gérer, quoi, parce que c'est, en fait, on n'est pas préparé à ça, il n'y a pas de mode d'emploi, et je défie n'importe quelle personne à qui ça arrive une journée de rester sensé et normal face à certaines situations, donc c'est quand même particulier à gérer. Moi, j'ai mes petites précautions et j'arrive un peu plus à le gérer, mais c'est vrai que ça a été et c'est toujours particulier pour moi. J'ai du mal à m'y habituer. Je le redis parce que c'est important. Même si on aime les gens, même si on est fan des gens, on ne les touche pas sans leur accord. C'est une règle qui est finalement assez
facile à respecter. Voilà. On ne touche pas les gens. En fait, si on peut ne pas leur ni les caresser cheveux, ni voilà. rien. Voilà, tout à fait. On poursuit en musique. NTM, tout n'est pas si facile. Le score sur Radio Nova. NTM sur Nova, tout n'est pas si facile. Un titre choisi parce que je l'adore et aussi parce que je crois que c'est ton année de naissance, tout simplement, Paul Mirabel. 95 95, exactement. Voilà. Ouais. Alors moi, ça me met un gigantesque coup de pelle, mais ça fait plaisir. NTM, ça fait partie des gens que tu peux écouter? Ouais, franchement, ça a fait partie de mon éducation musicale et j'aurais vraiment adoré avoir mon âge à cette époque-là pour se rendre compte ce que c'était qu'NTM quand ils sont arrivés, quoi. J'ai l'impression que c'était quand même des mecs du 93 avec des masques de ski qui arrivent chez Thierry Ardisson. Là où à mon époque, le rap prend une place tellement grosse qu'en fait c'est anecdotique, quoi, que tout le monde a admis que le rap faisait partie de la culture, mais j'aurais bien aimé vivre ça et se rendre compte que c'était des mecs qui s'appellent Nick ta mère et qui chantent Nick la police. Ça, je pense que c'était sympa à se prendre. Et j'aurais bien aimé les voir. C'est un de mes regrets, je les ai jamais vus en concert. Ouais. Mais j'ai regardé des lives, j'ai acheté des DVD de leurs concerts en live et il y a une énergie que j'aimerais bien pouvoir reproduire sur scène un jour. Très bien, on va changer de domaine d'exercice. Il n'est là pas question de scène ni de musique. J'ai un petit extrait à te faire écouter. J'avais l'impression de donner le maximum pour cette équipe, pour ce maillot, pour mon pays. Et il y avait toujours des détracteurs. Donc encore une fois, de toute façon, tu ne peux pas le faire à l'unanimité. Et même les plus grands ont toujours des personnes des détracteurs. Mais là, c'était injuste, en fait. Olivier Giroud, dans le c'est texte, interview FT Sport. J'ai cru comprendre que tu avais, si ce n'était une fascination, en tout cas, une certaine affection pour ce joueur. Ouais, non, je l'aime beaucoup, moi. Ouais, j'aime beaucoup ce joueur et son parcours parce que je trouve qu'il a été très injustement critiqué pendant très longtemps et qu'il y avait un acharnement incompréhensible alors qu'en fait, si tu regardes ses statistiques, il a fait quand même une carrière assez exceptionnelle et il part quand même il a commencé dans des petites divisions, donc il a vraiment un parcours crescendo assez impressionnant et il y a un peu ce côté homme à abattre alors que les statistiques et sa carrière parlent pour lui, donc franchement j'ai toujours j'avais fait quelques petites blagues pour rigoler, je crois, dans une émission sur le fait que les gens le critiquaient un peu, mais franchement, énorme respect pour sa carrière et pour la personne que c'est. Ça me permet d'ouvrir un petit chapitre foot, puisqu'il en est aussi question dans Par Amour. Enfin, il est question d'un footballeur. Ouais, Mbappé. Ouais. C'est ça aussi ta nouvelle vie, c'est de fait de croiser Kylian Mbappé en toute détente. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est une phrase de Big Flo et Oli que j'aime bien dans une chanson. Ils disent je suis un fan qui a des fans. Et c'est vrai que, je sais pas, j'ai déjà croisé des artistes, tu sais, qui ont de l'ego et qui arrivent pas à dire j'adore ce que tu fais et tout. Moi, je suis trop content quand je croise des gens que j'écoutais il y a quelques années ou même dont j'aime le travail et j'ai vraiment aucun mal à leur dire. Et bon, là, c'était encore autre chose parce que c'était du sport, mais ouais, vraiment suite à un truc purement un concours de circonstances totalement fou, j'ai eu l'occasion de le croiser et on a discuté un petit peu et ça me faisait rire d'avoir c'est un peu ce qu'il y a dans le sketch, c'est que j'avais plus ou moins les mêmes réactions que les gens qui me croisent parfois dans la rue, donc je trouve que c'était un sketch un peu inversé, quoi. T'as essayé de le toucher? Non. mais ouais, en tout cas c'était un petit moment suspendu et un bon souvenir et je me suis dit ce serait marrant de le raconter sur scène. Ouais. Dit l'homme qui a également joué au foot avec Zidane. Précision. Oui. Comme ça. Ouais. Vraiment très tranquillement. Ça varie, ouais. Ça, c'est des bons souvenirs. On marque une courte pause publicitaire, on revient tout de suite après. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Toujours en compagnie de Paul Mirabel. Tout va bien? Oui, super. Je pose la question comme ça, cycliquement. Et toi, savoir. vous? Moi, ça va. Oui. Ouais. Ça va, je suis très contente. Ouais. Je suis assez contente de te rencontrer et de t'interviewer, en fait. Ah, c'est gentil. Ouais. Je suis contente de venir ici. T'as aussi. un truc assez mystérieux. C'est vrai? Donc forcément, comme tous les gens un peu mégalos comme moi, t'as envie de savoir, tu vois. Voilà. Mais je me suis dit, tout se passe bien. Oui, bien sûr. J'ai un autre extrait à te faire écouter. Alors cette fois, il n'est pas du tout question de football, mais il est question de ça. Là, à côté du palmier, on va faire une grande allée avec plein de statues, qu'on appellera la grande allée avec plein de statues. Et là-bas, les jardins, avec des oliviers, des orangeades, des seuls pleureurs, des seules meunières. Ouais. Et là-bas,
Le palais. Luxuriant, magnifique, chamarré. Avec une grande cour où il y aura plein de danseuses qui pourront danser. Et juste là, un petit géranium. Ouais, ça va être bien. Ça va être très bien même. Est-ce que Astérix et Obélix Mission Cléopâtre d'Alain Chabat est toujours le meilleur film du monde? Ouais. Alors franchement, ça m'a redonné le moral d'écouter ce petit extrait. Ouais, franchement... En fait, je me rends compte que je l'ai tellement regardé. Ouais. En fait, pour moi, il y a vraiment tout dedans, quoi. Il y a un crossover de gens qui ont rien à faire ensemble. Enfin, il y a Dieudonné avec Gérard Depardieu, quoi. Et enfin, il y a des acteurs, des humoristes, plein de guests, etc. C'est tellement... Des gens devenus très problématiques aujourd'hui, je suis obligé de le dire en incise. Bien sûr. Voilà. Pardon. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un mélange d'univers qui sur le papier, donne un très bon truc. Et je crois que c'est plein de gens qui sont à leur prime à ce moment-là. Et je sais pas, il y a tellement de blagues et de trucs qui m'ont influencé inconsciemment, même dans le phrasé de Jamel, le sens de l'écriture et de rupture d'Alain Chabat, le jeu, etc. C'est vraiment, j'espère pouvoir le regarder jusqu'à la fin de mes jours et rire autant. Tu parlais des Césars en début d'émission. En 2023, tu es donc monté sur scène pour remettre un César. 2023, non on est en quelle année? 24. Non, c'était l'année dernière. Eh ben ouais, donc 2024, oui, tout à fait. Je suis pas du tout dans le turfu. Non, c'est ça. Le cinéma, t'en as parlé sur scène ce soir-là, comme d'un truc qui te faisait envie, mais comme d'habitude, tu l'as fait avec beaucoup d'humour, en faisant des appels à ton agent qui était censé être dans la salle et qui ne te donnait pas de rôle. Mais est-ce que ça te fait envie d'aller au cinéma? Ouais. Non, d'en faire. Franchement, c'est... Alors, ma passion principale et la chose que j'ai vraiment envie de développer et d'accomplir, c'est la scène pour l'instant. Je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. Après, si y a des propositions qui sont intéressantes et que je me sens légitime et que j'ai le temps pour le travailler du mieux possible, pourquoi pas? Je trouve que, en fait, j'aimerais pas retrouver ce que j'aimais pas à l'école, qui était une forme de répétition et de monotonie un peu. Donc c'est vrai que le stand-up, même si c'est chaque soir un peu différent, je voudrais pas m'enfermer à écrire des blagues toute la journée et à ne faire que ça. Je pense que ça peut être une autre façon de raconter des histoires et de s'amuser un petit peu aussi. Mais tu te sens plus auteur qu'acteur? J'ai l'impression que le travail d'humoriste est plus proche d'un travail presque d'auteur ou presque de musicien en fait qui écrit une partition que d'acteur. Il y a un peu de jeu aussi forcément, mais le plus clair de mon temps, en tout cas quand je prépare le spectacle, c'est quand même de l'écriture. Mais alors toi, en l'occurrence, tu écris, tu montes sur scène, tu te mets en scène. T'es un metteur en scène? Pas sur celui-ci. C'est ça, sur celui-là, t'as tout fait tout seul. Ouais. Alors, est-ce que c'est parce que tu es contrôle fric ou est-ce que parce que finalement t'es la meilleure personne pour faire ce que tu fais? Alors j'ai été un peu accompagné quand même. Ce serait pas sympa de pas les citer, mais j'ai quand même des gens dont je suis très proche qui ont fait le rôle de regard extérieur. Ouais. Ma manageuse, un de mes meilleurs amis aussi avec qui j'ai fait une sorte de direction artistique sur le spectacle. Ouais. Et après, je savais un peu où je voulais aller aussi sur certains trucs. Disons que je me connais un peu mieux que sur le premier spectacle. Et après, ce qui est quand même bien dans ce qu'on fait, c'est que le public joue quand même un rôle de ping-pong, donc fait presque notre mise en scène. C'est-à-dire que si ça rit pas pendant 5 minutes, je peux pas dire que c'est un bon truc à garder. Après, oui, c'est le fait de répéter tous les soirs permet d'un petit peu savoir vers quoi on veut aller. Et ouais, j'ai eu la chance d'avoir une idée assez précise sur celui-là de ce que je voulais faire. Mais ce serait rien sans le travail de la personne qui a fait la créa lumière et qui a fait le décor. Le décor, sans plein de gens autour qui ont donné leur avis à un moment, j'aurais pas pu faire ce spectacle. L'interaction avec le public. Sur le précédent spectacle, si mes souvenirs sont bons, il t'est arrivé de te retrouver face à des fans qui, comme devant un chanteur avec un tube,
connaissait la fin des sketchs. Ouais, Il le disait en même temps que toi. Ouais, c'est vrai que j'ai repensé pareil il y a pas longtemps, c'était assez fou ce truc-là. Ça vient du fait que j'avais fait un sketch à Montreux qui a fait beaucoup de vues sur Internet. Je me suis fait racketter. Exactement, ouais. Et qui en fait était tout simplement un sketch du spectacle et que les gens le répétaient par cœur. Donc par contre j'ai très vite pris l'initiative d'enlever une grosse partie. J'ai gardé qu'un tout petit bout parce qu'en fait on fait pas du karaoké. Je pense que l'humour ça repose Bien sûr. sur la surprise. Après je pense qu'un bon sketch on peut le revoir plusieurs fois et rire autant. Mais ça dépend après, pareil j'ai beaucoup cogité sur ce truc là, ça dépend je pense de la façon dont c'est fait. C'est-à-dire que moi, c'était quasiment que du texte avec une chute à la fin. Donc, en fait, si tu la connais, c'est pas surprenant. Ouais. Là où, par contre, quand c'est du jeu, je sais pas, je pense que si Florence Foresti refait l'avion de Barbie, je peux rire de la même façon parce qu'il y a un truc dans l'énergie et pas que dans le texte. Et du coup, c'est pour ça que sur celui-ci, j'ai pas fait d'extrait. C'est parce que je voulais que les gens découvrent le spectacle en entier. Pour éviter de te faire ruiner toutes tes fins de phrases et d'être obligé de hurler sur le public. Mais arrêtez maintenant. Dernier titre choisi par mes soins avant de passer à ta playlist. On écoute Genuine avec Pony. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to fall. Oh, fucking hell. Genuine sur Nova, Pony, petit clin d'œil à la prestation de Paul Mirabel en Go-Go Dancer dans une célèbre émission dans laquelle il ne fallait pas rire. Ouais, et il n'a pas ri. Ouais, ce que j'étais en train de me dire, ça me rappelait des souvenirs. Oui, tu as dansé dessus dans LOL qui ressort, je te le confirme, tout à fait. Ouais. Donc voilà, c'était mon hommage tout à fait personnel. Okay. Avant de se quitter, il y a une autre épreuve ici, une rafale de questions sur la musique. La règle est simple, pas de réflexion pour toi, l'impossibilité pour moi de revenir sur tes réponses, c'est de te demander de les justifier ou de les expliquer. Bref, je n'ai pas le droit de te juger. D'accord. Faux. Est-ce que tu es prêt ? Oui. Le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la tienne ? La boulette de Diams. Le titre qui symbolise le mieux ton adolescence ? Rêve d'avoir des rêves de Nekfeu. Ton hit de karaoké ? Femme Like You de Camaro. Pas mal. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists ? Il y a pas longtemps, j'ai écouté, j'aime bien cette chanson Musique de France Gall. Ouais. Ouais, voilà. Très bien, ça me surprend. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse ? Fuite from Desire de Gala. Et le titre qui t'en fait immédiatement sortir ? Le hard rock. Ouais. Ouais, okay. Voilà. J'ai pris un truc un peu général. Ta chanson de comédie musicale préférée ? Oh là, je suis pas très calé sur ça. Même dans les films, hein. Ça peut être film comme comédie musicale sur scène. La musique de La La Land. Ouais, ça marche très bien. Il doit s'appeler La La Land, je pense. City of Stars. Voilà. Le titre que tu as le plus écouté ces derniers jours ? Là, en ce moment, je suis à fond dans Nino et dans Pétunia de Way Renoir. Ok. Ouais, qui est un rappeur qui fait peur, mais j'aime beaucoup. Et enfin, la chanson dont tu as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête. Catégorie pénible. En ce moment, ça se joue entre Ciel de Gims et la chanson de Disney, It's a Small World. Ah non, non. Que je vous ai non, ça c'est horrible. Remis en tête. Ouais, c'est bon. Là, c'est pour toute la journée. Voilà. Toute la soirée, exactement. Le lendemain, etc. Et je pense que si tu te fais l'enchaînement des deux, Ciel plus Small World, c'est foutu. Merci beaucoup, Paul Mirabel, de nous avoir mis tout ça en tête. Je répète néanmoins que Par Amour, ton spectacle Tournée des Zéniths à partir de janvier, il y a 2 dates à l'Accor Arena, ce sera les 10 et 11 avril 2026. Et dernière mission qu'on t'a confiée, eh bien, on t'a donné l'accès à la discothèque de Nova pour faire la playlist de la demi-heure qui vient. Et pour démarrer, tu as choisi Silk Sonic, soit Bruno Mars et Anderson .Paak avec Skate. Pourquoi ce titre ? Parce que c'est assez marrant. Je les ai vus en concert à Las Vegas. Ouais. Et en fait, c'est mon... Alors, ça touche un peu à l'intime, mais ça c'est d'une certaine façon un peu la base de ce spectacle, parce que ça correspond à une période où je sortais avec une meuf qui m'a fait découvrir cette chanson. Ouais. Et en fait, sans cette histoire-là, j'aurais jamais écrit ce spectacle, donc c'est marrant qu'elle se soit retrouvée. Ça me rappelle vraiment cette période-là qui a donné suite à un spectacle, donc voilà, ça bouclait bien la boucle. Très bien. Et c'est une chanson dans l'absolu très très cool, donc voilà, si ça peut enjailler les auditeurs de Nova. Ça enjaille à gogo, voilà. Évidemment. Le score sur Radio Nova. Tupac, California Love, pour clore le score consacré à Paul Mirabel. Merci 1000 fois d'être passé par ce studio. Et je rappelle que Par Amour, Tournée des Zéniths à partir de janvier et 2 Accor Arena les 10 et 11 avril 2026. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Et il est 20h, il est grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club. Le score
sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.